Bon, il me semble que les différents exemples qu'on vient d'entendre nous montrent à quel point le numérique est transformant. La réflexion que je me faisais en écoutant, c'est, bon, je suis pas le plus jeune de la salle, mais on est né, le numérique n'avait, c'est pas seulement il existait, mais il avait une place complètement différente. On n'avait pas le type d'outils et les performances qu'on a aujourd'hui. Donc nous, on est né, en tout cas moi, je suis né dans un monde qui n'était pas numérique. Et le numérique est ultra transformant, ce qui a comme conséquence, j'étais prévenu, ce qui a comme conséquence que déjà les mots nous trompent. C'est-à-dire qu'on a été éduqué en utilisant des termes qui ne correspondent pas aux usages qu'on devrait en faire aujourd'hui dans le cadre de la transformation, des transformations numériques qui sont en jeu. Je vais le dire de manière située avec un mot en particulier. Ça a comme conséquence le fait que le numérique soit transformant qu'il est difficile de former, d'éduquer au numérique sans former en même temps à ces transformations. Et former à ces transformations, ça veut dire le former en situation. C'est, me semble-t-il, ce qu'on nous a montré, d'une part, avec la transformation d'une bibliothèque, puisque quelque part, ce qu'on nous présente, est-ce que ça ressemble, pour la bibliothèque de Lyon, est-ce que ça ressemble à ce qu'était ou aux représentations qu'on se faisait, nous, des bibliothèques, même des bibliothèques actives, même des bibliothèques interactives, Borges, mais malgré tout, le numérique crée des situations où celui qui était lecteur, alors on nous apprenait qu'il y a l'écrivain, il y a le lecteur, mais néanmoins l'acteur et celui qui était... c'était quand même si on nous disait que le lecteur était acteur, il n'était pas acteur comme aujourd'hui il est acteur sur Audacity, par exemple, puisqu'on vient nous parler, par exemple, d'Audacity. Donc, les outils numériques font que nos institutions se transforment en profondeur, et la représentation qu'on s'en fait ne peut plus être portée exactement par les mots qu'on utilisait habituellement. Alors, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas utiliser. On utilise quand même les mêmes mots. Donc on va parler quand même de bibliothèque. Pourtant, c'est plus exactement les mêmes lieux. Sur le lieu d'enseignement qu'est l'école, je n'arrive pas à imaginer ce que va être cette transformation. Pourtant, je passe mon temps à y réfléchir, à regarder, et je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui va être déployable, qu'est-ce qui va passer à grande échelle. Alors, pourquoi j'utilisais ce mot ? Je voulais parler d'abord des mots qui nous trompent et de ces transformations. C'est parce que je voulais revenir un petit peu sur le codage. Je voulais revenir sur le codage. D'abord parce qu'il y a un enjeu d'actualité. Il y a des discussions en cours. Il y a eu des annonces ministérielles pour dire il faut enseigner le codage. Je n'aime pas, mais je n'arrive pas à trouver d'autres mots. J'aime pas ce mot de codage parce que on nous a donné un certain nombre d'exemples. Il n'y avait pas que Scratch, mais je vais utiliser Scratch simplement comme terme parce que comme prototype. Mais on a eu d'autres exemples et je voudrais pas paraître normatif en disant voilà, il faut utiliser cet outil. Non, c'est pas ça. Quand on discute avec, moi je suis moi-même officiellement rattaché aux informaticiens, quand on discute avec des informaticiens classiques, la notion de programmation ou de codage est associée à un certain nombre de représentations qui ne correspondent plus de fait, alors à l'université, qui ne correspondent plus de fait à la façon dont on programme réellement dans les lieux de programmation de pointe. D'ailleurs, c'est pratiquement les machines qui programment, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on en vient à avoir quasiment des machines qui produisent les programmes. Et puisque tout à l'heure j'ai parlé du trading à haute fréquence, évidemment, même si je ne les ai jamais vus, puisqu'il y a un secret qui font qu'on a une non-transparence totale sur ces programmes, il est évident qu'il y a des machines quelque part qui sont des machines à programmer les programmes, et que ce qu'on voit, ce ne sont que les artefacts produits par des machines qui elles-mêmes sont inaccessibles. Enfin, en tout cas, sont accessibles de manière extrêmement réservée. Ne pas enseigner le codage, ça voudrait dire qu'on ne va pas jusque là où on devrait aller dans la formation des futurs citoyens.
Et ça a un impact parce que quand on est du côté de l'éducation au numérique, on a beaucoup parlé des médias. Moi, je suis plutôt du côté de l'informatique. Mais donc, il y a aussi, évidemment, tout ce qui est lié à la culture. Et notre génération, je ne suis pas trop de ce côté-là, mais on a tendance à être un peu effrayé par la technique, à se dire, cette zone-là, est-ce que vraiment il faut y aller? Et donc, l'éducation numérique, c'est souvent une éducation aux usages du numérique. Et alors, on va dire à des usages raisonnés, etc. Alors que je suis persuadé qu'on a les moyens et qu'il faut aller jusqu'à une éducation à la maîtrise du numérique, ce qui veut dire former les apprenants à être acteurs. C'est ce qu'on a vu là quand même pendant les 4 interventions. À être acteurs, même si ce n'est pas des outils ultra sophistiqués. Scratch, c'est pas ultra sophistiqué. Audacity, c'est pas ultra sophistiqué. C'est-à-dire du montage professionnel son, c'est pas avec ça qu'on va le faire. N'empêche que savoir le faire, l'avoir fait soi-même, c'est pas du tout le même apprentissage, c'est pas la même éducation au numérique que simplement être un utilisateur de YouTube qui regarde des vidéos, même s'il décrypte le sens des vidéos qui sont associées. Donc moi, je suis très attaché à ce que cette éducation numérique, dont je pense qu'il faut qu'elle se développe, elle passe aussi par une maîtrise technique, une capacité à faire, et y compris à utiliser donc ces mots qui sont des mots qui ne correspondent pas aux réalités, de codage, de programmation. Alors après, comment on va faire pour avoir des enseignants du codage et des enseignants de la programmation? C'est-à-dire que, et là, il y a un rôle qui est compliqué, parce que si on dit les choses et qu'on veut les faire de manière massive, massif, ça veut dire premier degré, c'est ce qui est évoqué là, le CM2, enfin, le début du collège, et je dis CM2 parce que ça a été cité, mais on a évoqué aussi le fait qu'on pouvait le faire avec des enfants plus jeunes, hein, à partir de 9, 10 ans, on peut tout à fait réaliser ce qui est proposé ici. Et là, il y a un enjeu important, et là où on est bloqué par notre propre âge, notre propre passé, c'est qu'on a du mal à se rendre compte que c'est possible. Et là, je peux restituer des exemples. Les mots qui me viennent, c'est celui notamment de fulgurance. Quand on forme les futurs enseignants à Scratch, on a fait un certain nombre d'expérimentations. Je pense que, enfin, tous ceux qui... Vous n'en avez pas parlé de manière explicite peut-être tout à l'heure, hein, mais l'expérience de ceux qui ont monté des ateliers avec des outils de codage de ce genre-là, donc, et pour le coup, ils ne sont pas tous équivalents. C'est-à-dire que je sais qu'avec Scratch, c'est le cas. Et c'est sans doute le cas avec d'autres. J'ai vu une fulgurance d'apprentissage et des enseignants qui étaient eux-mêmes apprenants, hein, mais puisqu'ils ne connaissaient pas l'outil, ils étaient plutôt technophobes. Hein, mais comme ils étaient en train, partant d'un scénario ou construisant un scénario, donc une histoire, éventuellement non linéaire, de manipulant par le dessin, donc des représentations graphiques. Très bien, on peut appeler ça codage ou programmation, mais en fait, ce qu'ils avaient l'impression de faire, en termes d'utilisateurs, n'avait rien à voir avec la représentation qu'eux-mêmes se faisaient de ce qu'est la programmation ou le codage. Donc moi, je suis très attaché à ce qu'on avance sur cette question et que, par exemple, la programmation, le codage, devienne un apprentissage essentiel du premier degré. Mais il ne faudrait pas penser que ça doit être le genre de programmation qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Et on a eu des exemples ici. Donc, fulgurance. Et avec le mot fulgurance, fulgurance de l'apprenant, on est d'une part du côté des usages, c'est-à-dire qu'effectivement, les utilisateurs, dans certains cas, y compris sur des choses très technologiques, y compris pour des technophobes, on voit qu'il y a des acquisitions de compétences, une éducation au numérique, en allant finalement assez loin à l'intérieur du moteur, si vous voulez, c'est sous le capot. Et donc, je pense qu'il est important qu'on ose aller dans une éducation numérique vers l'intérieur du capot. Et je le dis parce qu'il y a toute une branche de gens qui font l'éducation numérique qui sont plutôt issus du monde du média et de la culture et qui sont plutôt résistants à cette approche. Je crois qu'il faut absolument qu'on y aille pour envisager d'avoir une maîtrise de ces technos, et il y a un vrai enjeu citoyen. Fulgurance, rapidité, temporalité. Donc, comme on va terminer aujourd'hui dans peu de temps, dans ces formations numériques, je persiste à penser qu'il y a un enjeu pour les former, pour les enseignants, les formants, quel que soit leur... à
accompagner ces formations d'un questionnement sur les temporalités qui sont associées. Et j'ai parlé tout à l'heure des temporalités courtes, trading haute fréquence, mais il y a aussi la question des temporalités longues et ultra longues. Comment les bibliothèques, c'est aussi le lieu des archivages. Comment on va faire avec des supports pour lesquels on n'a aucune garantie réelle? Je parle de l'effectivité, je ne parle pas de la théorie ou de ce qu'il y a dans les labos, de conservation sur du très long terme. Le très long terme, c'est 1000 ans, c'est 2000 ans. Il y a des tablettes cunéiformes, on en sort encore. Comment on va faire pour ressortir du numérique alors que les formats n'auront peut-être pas été bien conservés? Il y a des vrais enjeux, y compris de formation. Donc, on sait que les enfants, on est sur l'immédiateté, le mail, le SMS, on répond tout de suite. Donc, si vous voulez, la question des temporalités courtes, elles vont bien au-delà de ce qu'on imagine, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du trading à haute fréquence de 10-9 secondes. Ça n'a plus, c'est difficile à concevoir. Mais il y a aussi la question des temporalités longues. Et donc, évidemment, les bibliothèques ont un rôle tout spécifique à jouer par rapport à ces questions. Donc, je voulais revenir sur ce point particulier. Je voulais revenir sur ces questions où je pense qu'il faut franchir l'obstacle de la technophobie naturelle que l'on a souvent et oser dire qu'on peut former tous les enfants beaucoup plus loin dans les technos que ce qu'on imagine, avec des usages qui sont accessibles à tous, mais avec les modalités de l'atelier, du faire-faire, enfin toutes les choses qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ont été présentées sur beaucoup d'exemples, et qui ne sont pas naturelles dans notre système éducatif. Ce qui pose aussi la question de savoir comment on va faire pour, enfin je l'ai presque posé tout à l'heure, mais qui va le faire, comment on va faire en sorte que, au moins sur certains temps, ces enseignements vont avoir lieu. Alors, on envisage la transdisciplinarité, et l'interdisciplinarité a été évoquée à plusieurs reprises, mais ce n'est pas parce que c'est interdisciplinaire, c'est parce qu'il y a un sens qui est porté par les enfants. Donc, il ne faut pas se tromper d'enjeu. Ce n'est pas parce que vous allez faire quelque chose entre le prof de bio et le prof de maths que ça va avoir un sens pour les enfants. Donc, on doit bien partir du sens des enfants. Ce n'est pas naturel dans notre système éducatif. Ce rôle, le fait d'aller loin dans les technos, pour moi, ça me paraît important pour démystifier ces technologies et pour qu'on ait de vrais acteurs dans le cadre de l'éducation au numérique. Évidemment, il y a un enjeu dans le rapport au savoir, je vais pas trop c'était toujours implicite, mais et aussi explicite dans les discussions, rapport à savoir et donc aussi rapport au pouvoir. Or, les institutions, elles ont du mal par rapport à ces questions, de manière, c'est évident. Leur propre transformation numérique, eh bien, elle ne se fait pas du tout de manière naturelle. Ce qui était aussi intéressant dans ce pouvoir transformant du numérique, c'est qu'on a vu, là encore avec de nombreux exemples, qu'une des particularités, quand le numérique fonctionne, c'est en général parce qu'on a détourné les outils. Donc là aussi, savoir détourner les outils, ça signifie que si l'outil était sous droit, ça veut dire que vous n'avez pas respecté le droit sous-jacent, de manière quasi certaine. Donc c'est parce qu'on a tout un univers du libre qu'il y a aussi ces possibilités de détourner les outils. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance, et ça a été évoqué, des outils libres, que ce soit les images libres de droit, que ce soit des vidéos qui sont dans le domaine public. Donc on a tous un rôle à jouer par rapport à ces questions qui sont des questions d'actualité, qui sont des questions à la fois juridiques, mais extrêmement politiques, économiques et politiques. Et on a un rôle citoyen à jouer par rapport à ça. Il y a un projet de nouvelle directive sur le droit d'auteur, et de toute façon, tout le numérique est en train de transformer... Enfin, le numérique, on est en train de revisiter tout un ensemble de nos droits fondamentaux à travers le numérique. Est-ce qu'il restera des zones où on pourra réutiliser les outils avec un objectif qui n'est pas l'objectif de l'auteur initial? Or, quand on nous a parlé de Minecraft tout à l'heure, on avait un outil détourné. Tout à l'heure, sur les créations artistiques, on avait des détournements d'œuvres. C'est-à-dire qu'une des spécificités, quand on a un apprenant qui est acteur, et c'est en particulier vrai dans le cadre du numérique, c'est qu'on va détourner les outils, y compris les outils numériques. Donc, il n'échappe pas à cette règle, et c'est un des points
que je considère comme étant un des points clés. Alors, on a détourné tout à l'heure une œuvre littéraire, mais on a aussi détourné un outil. Alors, détourner les œuvres, c'est quelque chose qui fait partie de l'apprentissage de ce que c'est qu'être un artiste qui s'inscrit dans une histoire. On a moins en tête qu'on peut aussi détourner des outils. C'est-à-dire que pourtant, c'est bien ce qui a été fait avec Minecraft, et je pense c'est ce qui est fait. Bon, Audacity est fait pour ça quand même, en gros. Mais il ne faudrait pas penser que les technos sont étrangères à ces questions-là. Donc, on doit aussi, dans l'éducation au numérique, oui, enfin, maintenant, on a évoqué tellement de choses que comment on fait pour former à ces questions? Il me semble que justement, ça a été dit tout à l'heure, quand il y a un sens pour les enfants ou les apprenants en général, quand c'est porté par un projet, finalement, on va être amené de manière naturelle à évoquer, peut-être superficiellement, mais on évoquera un peu toutes ces questions. On ne peut pas aborder les projets que vous avez évoqués sans un moment que les questions d'éthique se posent, que les questions juridiques se posent, et elles vont être abordées. Alors ça veut dire qu'il faut aussi envisager que ces formations, que cette éducation, elle va se faire progressivement, elle va être répétée. C'est vrai que ça ne correspond pas non plus à notre conception d'une connaissance dont on serait ignorant dans un premier temps, puis sachant dans un second temps. Il y a des apprentissages qui se font progressivement, on est sur une route et un chemin sur lequel on avance à son rythme. Mais je crois que c'est un des éléments de l'éducation numérique, c'est que c'est un élément sur lequel on est en route. On ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas la maturité sans doute par rapport à ça, bien identifier clairement les étapes. On en identifie certaines, il ne faut quand même pas exagérer. Mais à chaque étape, tous les volets sont en jeu, juridique, éthique, technique, usage. Et donc, il ne faudrait surtout pas, ce serait une grave erreur, dire bah, tiens, on va commencer par ça. On va commencer par des projets simples. Non. S'il y a un vrai enjeu, c'est de garder, à mon avis, systématiquement une complexité de ce qu'on va enseigner, de ce à quoi on va former. Et cette complexité, elle est naturelle, donc il n'y a pas besoin de rajouter de la complication. Elle est naturelle dès qu'on est sur des projets qui ont un sens. Donc, et d'ailleurs, là aussi, les exemples qui ont été présentés, bon, ils sont sophistiqués. Tous ceux qui ont été présentés, sur les quatre présentations, on a des projets qui sont sophistiqués, qui ne sont jamais simplistes en tant qu'ambition. Et ça, il me semble très important que l'éducation numérique, elle garde ça en tête, et non pas les simplifications à la fois uniformisantes et puis destructrices de sens qu'on a souvent dans d'autres types de contenus quand on crée des canaux disciplinaires. Ça fait qu'il y a une question, puisque j'aime bien terminer par des questions. Est-ce qu'on crée une discipline ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que j'ai plutôt en tête toujours le système éducatif, parce que le système éducatif, c'est quand même le lieu institutionnel, social de la formation de masse. C'est-à-dire que c'est quand même à un moment, si on veut que tous les enfants, ou que toute une classe d'âge, ou que 95% d'une classe d'âge, etc., soient touchés, il y a un moment où il faut transformer l'éducation populaire en une éducation qui va être inscrite dans l'institution. Et donc les questions, c'est est-ce qu'il faut faire une discipline ou pas ? Qui on va mettre pour faire ces enseignements ? Est-ce qu'on met des enseignants ? Mais si on met des enseignants, est-ce qu'on met des fonctionnaires ? Ou est-ce qu'on met des gens qui sont issus des associations ? Mais donc qu'on ne met pas dans des statuts de fonctionnaires, mais qui se retrouvent dans des situations extrêmement précaires pour lesquelles on ne sait pas forcément trouver les financements. Bon. Ce qui veut dire aussi qu'avec les choix qu'on va faire sur l'éducation numérique, il y a des choix de citoyenneté, comme les projets, à un moment on bascule sur les questions de citoyenneté, mais sur la façon dont on va mettre en œuvre l'éducation numérique, il y aura eu des choix de citoyenneté qui sont au-delà de la question politique, est-ce qu'on est de droite, de gauche, etc. C'est pas du tout la question. Voilà. Bon, je pense que je vais en terminer là. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire une phrase que j'ai lue dans votre présentation, c'est sur les enfants, on agite ses neurones. Donc ma question c'était, faut-il les rendre plus intelligents que l'intelligence artificielle ? Et donc on les prépare pour plus tard, pour qu'ils restent plus forts que la machine. On espère bien que... Enfin, pour l'instant, l'intelligence artificielle, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore un mythe. Ça n'existe pas vraiment. Et le jour où les machines auront une compétence de créativité, créateur de sens, là, il faudra vraiment se poser une question, il faudra se la poser, à mon avis, très vite.
parce qu'on sera déjà mort. Mais à mon avis, on n'y est pas encore et pas pour un moment. Enfin, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps où il y avait un professeur qui disait bientôt on va tuer la mort parce qu'on va créer des êtres cyborgs, etc. Mais c'est justement ça qui est extrêmement flippant. Enfin, moi qui suis dans le numérique, je pense qu'il faut cultiver l'humanité de demain, les citoyens avec du numérique qui infuse partout, mais qui reste un outil. Et nous, garder notre âme et notre créativité, et je pense que c'est ça qui est le plus important. Merci. Ah, du coup, il y a des questions maintenant. Là, ici, le monsieur encore devant, 3 rangées plus bas. Donc déjà, bonjour. J'avais une question au sujet pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je me présente Nicolas Sadegui du département des programmes numériques du ministère de la Culture. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait s'intéresser aux structures à construire autour de l'éducation au numérique. La question que j'ai, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'intéresser aux structures déjà existantes autour de cette éducation ? Et je pense notamment à ceux qu'on a un petit peu abordés tout à l'heure, juste en le citant dans la dernière présentation, qui est la notion de Fab Lab, ainsi que de Living Lab en général. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'intéresser autour de ceux qui existent déjà dans le domaine ? Il y a énormément de choses. Mais la question qui se pose, le choix qui est fait actuellement, qui est en cours, me semble-t-il, c'est justement de faire appel aux associations et concrètement, les lieux qui fonctionnent, qui sont du même type et qui ne sont pas associatifs ou qui ont différentes formes, c'est effectivement tout ce qui est Fab Lab. Donc on est d'accord sur l'identification des lieux de compétences. Donc ça, c'est la première chose. Et sans doute aussi des modalités de mise en œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la compétence, c'est la capacité aussi à le mettre en œuvre. Une des questions, c'est comment on fait pour articuler ça avec le système éducatif classique, plutôt disciplinaire. Et j'ai fait plein de raccourcis, mais s'ils interviennent dans les écoles, sous quel statut ? Si on ne le fait pas sous le statut de la fonction publique, ce qui est le choix actuellement. Le choix actuellement, je prends l'exemple de Paris qui est le lieu que je connais le mieux, mais je pense que c'est ce qui est développé à différents endroits. Ce qui a été fait, notamment avec la modification des rythmes scolaires, c'est que ça a créé des espaces qui permettent à des tiers au système éducatif ou des gens qui ne sont pas estampillés directement au système éducatif de pouvoir venir faire des formations complémentaires dans les écoles. Ça pose quand même un problème par rapport à ce qu'on entend faire de la fonction publique. Donc, parce que typiquement, on se retrouve souvent avec des jeunes, pas toujours, les Fab Labs sont éventuellement plus structurés, mais pour en connaître quelques-uns, les Fab Labs sont plus structurés, mais ils ne sont pas forcément capables d'une intervention massive. Et c'est là la question justement si, dans la situation actuelle, les Fab Labs se rejoignent un petit peu les mouvements que par exemple ont créé Miguel tout à l'heure avec les espaces création. Cependant, là où je me pose la question, c'est justement quel pourrait être le lien avec par exemple les bibliothécaires. Les bibliothèques en général qui possèdent eux aussi en soi une certaine structure qui pourrait aider déjà les mouvements des Fab Labs par exemple. Et il me semble qu'il pourrait être intéressant de rassembler les deux mouvements ensemble pour pouvoir aller plus loin. En fait, nous allons lancer avec l'Agence du numérique le portail de la médiation numérique. Au total, on recense pour toute la France 12 000 lieux de médiation numérique avec des niveaux très hétérogènes. Donc, même si on mobilise ces 12 000 lieux tout de suite, pour aider l'éducation nationale, ça fait que 12 000 lieux finalement, et il faut s'assurer de la qualification de l'ensemble des médiateurs numériques, que ce soit des femmes managers, des spécialistes de l'infolab, de la donnée, de ce qu'on veut. Il faut faire un inventaire de tous ces médiateurs qu'on peut évaluer à quasiment 25 000 personnes, quoi. Faire le choix, par exemple, Bon, moi, j'ai plutôt un objectif exigeant. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire en sorte, même si ça nécessite un effort, que les futurs enseignants soient les acteurs alors à terme,
soit les acteurs qui portent ces modalités d'apprentissage. Ça me paraît, et je vous ai dit, je m'interroge beaucoup sur l'éducation de demain. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir 50 000 enseignants au lieu de 500 000 ? Question simple, bête. Mais est-ce qu'on risque d'avoir un facteur 10 ? Après tout, on a des industries qui sont mortes. Donc, comme l'éducation, on est en train de l'avoir comme un service, on pourrait très bien imaginer ça. Et il n'est pas complètement impossible d'imaginer des solutions pour arriver à cette situation. Moi, je suis favorable à ce que je pense qu'il est possible de faire en sorte que les enseignants soient capables, surtout puisqu'ils sont recrutés maintenant à Bac+5, soient capables d'avoir plusieurs modes d'intervention. Des modes dans lesquels ils vont avoir un comportement disciplinaire éventuellement en canal, et puis un mode où on va être dans des dispositifs comme on a évoqué tout à l'heure, projet, action. Les Fab Labs, de ce point de vue-là, la bibliothèque, malgré tout, dans l'institution, elle reste toujours un peu à l'écart de la classe. Je veux dire, elle n'est pas au cœur de la classe. Au cœur, alors, ça ferait pas forcément plaisir Évidemment, on est au cœur de l'équipe pédagogique. Mais dans les faits, ils ne sont pas dans la classe. Donc, si on veut qu'il y ait une vraie transformation de l'apprentissage, il faut que ça se passe dans la classe. Et pour l'instant, dans la classe, il n'y a qu'un humain adulte qui est un enseignant. On n'est pas obligé de rester dans cette configuration, ça peut bouger. Donc ça veut dire que les Fab Labs peuvent être des facilitateurs de la transformation, à mon avis. Ça, à ce rôle-là, on peut s'appuyer sur 12 000 lieux. Il faut peut-être aller vers la certification. C'est-à-dire que, bon, moi je suis assez favorable à ce qu'on crée des référentiels, comme certains existent. On n'a pas voulu avancer davantage sur ces référentiels par crainte des réactions justement de technophobie en particulier. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on continue à définir des référentiels éventuellement non obligatoires sur ces différentes questions, qu'éventuellement on certifie, y compris des acteurs qui sont parapublics, des Fab Labs, etc., pour dire, voilà, eux savent participer à un projet transformant d'une équipe pédagogique enseignante, d'une école, ou éventuellement à un autre niveau d'une académie. On pourrait le voir à différentes échelles, et à ce moment-là, on peut le déployer. Ce qui est compliqué, je vous ai dit, j'ai utilisé tout à l'heure le mot persévérance ou résistance. C'est des phénomènes qui, en réalité, sont extrêmement lents, parce que ça touche complètement à nos représentations de la transformation du rôle éducatif. Donc, oui, il faudra s'appuyer. Ça serait bien de s'appuyer sur les Fab Labs. Il faut sans doute continuer à faire et les associations. Il faut faire plein d'expérimentations. Il faut continuer. Si on veut déployer, je pense qu'il faut oser créer des référentiels, même si on les fera évoluer. Mais en ce moment, on est plutôt dans une phase où on est en train de casser les référentiels. Je pense par exemple au C2I2E, etc. Bon, les différents référentiels autour du numérique qui existaient dans le système éducatif sont en train d'être un petit peu balayés. Moi, je suis favorable, toujours dans le cadre d'une éducation numérique, à ce éventuellement, on les rend plus souples, mais on avance sur ces référentiels. Le C2I2E est quand même imposé pour être accompagnateur, formateur et examinateur sur le B2I adulte. Donc, il reste encore présent. Je ne vais pas trop aller dans les détails du C2I2E. Je pense que je connais par cœur le problème. Et comme le ministère prend des positions qui sont officieuses, il y a un texte. Voilà. Le texte dit clairement que le C2I2E est obligatoire. Personnellement, moi, je vois le problème. J'ai une autre hypothèse, en fait. Oula, ça marche mieux. J'ai une autre hypothèse à ce sujet-là. Bon, après, derrière, peut-être parce que je suis issu du domaine des makers en soi, donc c'est peut-être pour ça. Mais le principe du travail collaboratif, où chacun en soi est en quelque sorte expert dans un domaine et peut apporter son expérience pour les autres personnes du groupe, c'est quelque chose que je pense est primordial. Je reprends tout à l'heure l'exemple des espaces création où il me semble bien qu'on a dit qu'à un moment, un élève s'est mis un petit peu au rang d'enseignant pour les autres membres du groupe et s'est mis à enseigner l'utilisation d'un logiciel. Je crois que c'était un logiciel de rédaction, je ne suis plus sûr. Mais cette notion de j'ai quelque chose à apporter au groupe, je suis intéressant dans le groupe et j'apprends par le groupe en même temps que j'apprends au groupe,
C'est quelque chose qui pour moi est important et que l'on retrouve du coup dans le domaine des Fab Labs, c'est pour ça que j'en parle, mais que l'on peut aussi retrouver maintenant dans le domaine des bibliothèques, puisque petit à petit, en fait, on a une transition vers du multiplateforme, en fait. On passe du livre à d'autres domaines, et que plusieurs personnes font partie du domaine actif des bibliothèques pour l'instant, et même des Fab Labs, je vais rester sur ce domaine-là, et ont quelque chose à dire sur le sujet. Et même à l'école. On est d'accord. La seule chose, c'est que l'institution ne fonctionne pas comme ça. Un enseignant est recruté et il veut devenir enseignant parce qu'il sait. Voilà. Et les autres apprennent. Et je le dis parce que ça fait 20 ans que je forme les enseignants et je vois comment ils fonctionnent. Donc, ce n'est pas tous comme ça, évidemment. Et envisager la modification du rapport au savoir, ça ne se gère pas comme ça au niveau d'une institution. Et tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de pouvoir parce qu'il y a aussi des enjeux de pouvoir. Et quand on rentre dans une profession, quand on rentre dans une institution, on a des modalités d'organisation des savoirs et des pouvoirs. Or, le numérique, il se trouve qu'il est complètement transformant sur ces questions-là. Donc, l'institution, je ne sais pas encore comment elle va réussir à s'adapter à cette transformation. Je ne sais pas. Mais je suis d'accord comme quoi, au sein des Fab Labs, ça fonctionne effectivement pas du tout selon les mêmes modalités. Mais ça fonctionne. Dans les Fab Labs. Pardon, alors je vais le dire autrement. Dans l'éducation nationale, ça a été évoqué tout à l'heure sur les... Il nous a dit, les serveurs du rectorat ne fonctionnent pas. Moi, je ne dirais pas ça. C'est pas vrai. Ils fonctionnent. Mais par contre, par exemple, ils peuvent être étanches. Ça a été dit tout à l'heure pour les bibliothèques. C'est-à-dire que les modalités de fonctionnement qui font qu'un Fab Lab fonctionne, elles ne sont pas forcément de manière directe transposables dans des systèmes comme le système éducatif, parce qu'il y a énormément de contraintes qui ne sont pas que psychologiques, qui peuvent être techniques, qui sont organisationnelles, et qui font que la transformation, on ne peut pas juste la décider. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre dans les coulisses. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt l'année prochaine, où il y a encore, je crois, une rencontre en octobre. Donc, je vous invite à aller rejoindre le cocktail. Au revoir.